Take care of the one you love. Take care of the Nous allons entrer dans le cœur one du you sujet need. et poser les éléments de débat, en commençant par Anne-Sylvie Soudoplatov et Gilles Séraphin, qui vont nous dire ce que disent les principales études sur les forces et faiblesses de notre dispositif. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, une présentation à deux voix que nous vous proposons aujourd'hui, juste pour poser le décor du GIP Enfance en danger. Le groupement d'intérêt public Enfance en danger a pour mission de gérer deux services de direction, le 119 et l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Ce que je souhaite simplement dire, c'est que l'une de ses forces et l'une de ses qui crée son importance, c'est sa gouvernance, puisque ce GIP repose sur les départements, les services de l'État et les associations, et qu'à ce titre, il a l'interface des politiques publiques nationales et départementales. Et c'est ce qui en fait tout son intérêt. Mais s'agissant des études, je vais laisser Gilles Séraphin, donc directeur de l'Observatoire, commencer notre intervention. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Alors effectivement, sur les études qui sont menées, aussi bien gérées par l'ONPE que soutenues par l'ONPE, les différentes études et les recherches, il y a depuis, la loi de 2007, différentes observations. Je vais en parler de trois thèmes. Le premier, c'est sur le dispositif d'évaluation des informations préoccupantes. Il y a vraiment eu, depuis la loi de 2007, et toutes les études le montrent, des progrès indéniables. Tout d'abord, il y a eu la généralisation des CRIP, des cellules de recueil de l'information préoccupante. Il y a eu également vraiment un très grand progrès dans l'adoption d'une démarche de référentiel d'évaluation. Cette démarche, parce que le référentiel, c'est vraiment une démarche avant tout, cette démarche se généralise de plus en plus dans les départements. Il n'empêche qu'il reste beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, c'est justement de la généralisation. Il y a eu un progrès dans cette démarche de référentiel, mais il faut vraiment maintenant généraliser cette démarche, aussi bien dans le cadre des IP d'ailleurs que des mesures judiciaires d'investigation. Il y a également des progrès à faire sur les indicateurs partagés entre les CRIP pour qu'il y ait vraiment une évaluation entre CRIP et au niveau national de cette population qui subit ou qui bénéficie, je ne sais pas le terme utilisé, d'une information préoccupante. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la diversification de l'offre des prestations et des mesures, donc des prestations administratives et des mesures judiciaires. Il y a vraiment, depuis la loi de 2007, une plus grande diversité qui permet de mieux répondre à la diversité des situations familiales et de l'enfant, des situations des enfants en danger. Il y a cette diversification, c'était avant la loi de 2007, mais la loi de 2007 a donné des cadres, je dirais, pour cette diversification. Et il reste quand même beaucoup de choses à faire. Il reste à analyser aussi les différentes offres. C'est quelque chose qui est fait en continu et au quotidien à l'ONPE. Il reste également à établir une typologie nationale des offres. C'est un travail qui est en cours quand même à la DGCS avec la refonte de la nomenclature FINES. Le troisième point, c'est de s'attacher à adapter l'accompagnement au parcours et au projet de l'enfant. Alors là, il y a des petites choses qui sont améliorées, mais il y a quand même des grandes marges de progrès, pour dire les choses clairement. Donc je vais parler du PPE, du projet pour l'enfant. Il y a le PPE qui a été instauré par la loi de 2007, qui a été renforcé par la loi de 2016. C'est quand même quelque chose d'inégalement adopté par les départements, ou alors c'est selon les territoires, c'est selon le type de mesures de prestations. Donc là, il y a quand même des très très grosses marges de progrès. Il y a aussi des marges de progrès dans le dispositif d'observation, donc l'observation longitudinale de tous les enfants et jeunes majeurs qui bénéficient d'une mesure ou d'une prestation. C'est quelque chose qui est en cours à l'ONPE. Il y a eu des très gros progrès, mais il y a encore de grosses marges de progrès. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est généraliser le PPE, c'est d'articuler le PPE aussi avec les autres démarches, donc aussi bien avec le rapport de situation, l'évaluation aussi pour la commission de statut. Donc là, il y a vraiment des articulations à trouver, à articuler aussi avec les autres documents. Je pense notamment au DIPC, donc aux documents individuels de prise en charge. Donc là, il y a quand même aussi des grosses marges de progrès. Enfin, ce qu'il reste à faire, bien évidemment, tout à l'heure Isabelle Fauchon nous en parlera, je pense, c'est amoindrir les ruptures non choisies
et assurer une meilleure sortie des dispositifs, surtout pour les jeunes majeurs. Là, il y a quand même encore un vaste chantier qui reste ouvert. Je vais juste compléter. Alors, les études et les recherches ont non seulement accompagné la mise en œuvre de la loi de 2007, mais ont également fourni de la matière pour l'élaboration de la loi de 2016, en introduisant notamment la notion de besoins fondamentaux. Nous pouvons ainsi citer, parce que c'est un des axes très importants de ces besoins fondamentaux, toutes les recherches qui concernent la santé de l'enfant, pris en charge en protection de l'enfance, qui, je le rappelle, avaient fait l'objet d'un appel d'offres en 2010 par l'Observatoire. Mais de façon plus générale, sur la question des recherches qui sont venues nourrir ces éléments, je vous renvoie à la revue bibliographique produite par l'Observatoire en octobre 2016 sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance, qui a nourri en partie la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux. Et cette revue bibliographique, bien évidemment, vous pouvez la trouver sur le site de l'Observatoire. Juste pour terminer notre présentation, je voudrais finir sur la question de la notion des besoins fondamentaux de l'enfant dans la loi de 2016, besoins fondamentaux dont il est dit qu'il s'agit d'un changement de paradigme en protection de l'enfance. Je pense effectivement que c'est le cas, mais sous une triple réserve que je voudrais vous apporter aujourd'hui pour permettre effectivement de continuer à nourrir les débats. La première réserve, c'est qu'on ne le pense pas, ce paradigme, dans un aller-retour intérêt de l'enfant, intérêt des parents, mais bien dans l'idée que l'entrée par les besoins de l'enfant permet, entre autres, de dépasser ce clivage, y compris dans la manière de travailler avec les parents. La deuxième réserve, c'est que l'approche par les besoins fondamentaux permette non seulement de mieux évaluer la situation de l'enfant et de mieux repérer ses besoins pour décider de la meilleure prise en charge, mais qu'il soit également sans cesse vérifié dans le cadre de la prise en charge quotidienne de l'enfant que ses besoins sont bien respectés. Et ce n'est pas si facile que ça, on le sait tous, de pouvoir avoir cette alerte permanente par rapport à des enfants qui ont vécu de choses tellement difficiles, qui viennent également rejouer les choses, et qui, la question des besoins fondamentaux doit donc tout le temps être, je dirais remise sur l'ouvrage. La troisième réserve, c'est qu'on soit capable d'articuler la question des besoins fondamentaux avec la question du danger, qui reste le critère d'intervention, notamment pour les juges des enfants. Ce qui peut se faire en fait par une notion qui avait été introduite par la loi de 2007, qui est la notion de développement de l'enfant, qui est contenue au judiciaire dans l'article 375. En effet, le dispositif de protection de l'enfance n'a pas pour objectif premier, dans le sens où il ne s'agit pas de la porte d'entrée, de répondre à l'ensemble des besoins fondamentaux des enfants. Ça, c'est plus généralement le rôle des politiques sociales, de la protection sociale, de la politique éducative et aussi de la protection de l'enfance, mais de répondre à un danger tout en mobilisant cette notion de besoin pour à la fois évaluer cette situation de danger et pour adapter la réponse apportée. Voilà, on est en dessous des 10 minutes. Merci Anne-Sylvie, merci Gilles. Alors oui, je vous précise, j'ai oublié de vous le dire. D'abord, chacun va intervenir et on refera un tour de table sur un des points de votre intervention. J'aurais dû le dire. Et puis j'ai oublié de vous préciser que c'est un petit facteur peut-être de stress pour nos intervenants. On leur a, comme on voulait avoir beaucoup de conférenciers différents et complémentaires, on les astreint à vraiment respecter à chaque fois un temps de parole qui a été prédéfini et qui est minuté. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons un minuteur sur scène, voilà, qui est un petit peu peut-être stressant. Donc détendez-vous quand même, même si vous devez respecter le temps imparti. Donc là, c'est 10 minutes par intervention, et je passe la parole à Didier Le Sueur, directeur général de l'Audace, pour nous dire ce que l'on observe dans l'évolution du contexte institutionnel et de l'économie de la protection de l'enfance depuis 10 ans. Merci Karine, bonjour à chacune et à chacun. Je vous propose d'effectuer ce bilan à partir d'éléments sur l'économie de la protection de l'enfance et finalement de voir en quoi ça peut nous éclairer pour la suite. Le premier point, c'est un point d'étonnement, c'est-à-dire que quand vous avez été sollicité sur vous porter un regard sur ce bilan, vous avez été à la quasi-unanimité inquiet sur les moyens de la protection de l'enfance. Alors, qu'en est-il de ces moyens? Globalement, depuis les dépenses de l'aide sociale à l'enfance, hors dépenses de personnel départemental, en 2016, ont été, pour la France métropolitaine, de 7,3 milliards d'euros. 7
7,3 milliards d'euros. Une somme importante. Il est vrai, en très faible augmentation par rapport à 2015, et ça, c'est quelque chose de nouveau, et le niveau d'augmentation était historiquement bas. C'est plus 0,6%. C'est l'inflation, grosso modo. Depuis la décentralisation, depuis 1984, cette dépense a été cependant multipliée par 4. Quand on prend en euros courants, et quand on retire l'inflation, donc en euros constants, la dépense est multipliée par 3. L'autre point, pour introduire le sujet, c'est la proportion des dépenses d'hébergement qui reste relativement stable. C'est-à-dire que la part des dépenses d'hébergement dans les dépenses totales de l'aide sociale à l'enfance a même tendance d'ailleurs à augmenter. En 1998, 78% des dépenses de l'aide sociale à l'enfance étaient de l'hébergement. En 2016, quasiment 84%. Et donc la grande question qui se pose, qui était l'enjeu de la décentralisation, c'était une restructuration attendue des dépenses de l'aide sociale à l'enfance, d'une part pour le soutien à domicile, notamment les aides éducatives, et d'autre part en direction de la prévention. Avec l'idée, c'était le rapport Bianco-Lamy de 1980, soutenir les parents dans l'éducation des enfants, ce qui a un peu rappelé la ministre d'ailleurs. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder bien sûr le fonctionnement d'un système. Ce n'est pas une remise en cause des acteurs qui font ce qu'ils peuvent dans le système qui est. Sur le placement, ce que disent les chiffres. En 2016, plus de 6 milliards d'euros par rapport à 1998, qui était à un peu moins de 3 milliards. On a donc, sur cette période observée, 18 ans, un doublement de la dépense. Et quand on regarde l'inflation, elle est de 29%. Quand on regarde surtout le nombre d'enfants concernés, il a augmenté en 18 ans d'un peu plus de 3%. En d'autres termes, 2/3 de l'augmentation ne s'explique ni par ce qu'on appelle l'effet prix, c'est-à-dire le glissement des prix, ni par le volume des personnes concernées. L'accueil familial représente 40% du total des dépenses d'hébergement et les établissements, dépenses d'établissement, c'est donc 60%. En précisant qu'en moyenne, une dépense d'accueil en établissement, c'est 63 000 € par enfant et par an. Et 80% des décisions sont prises par le juge pour enfants. Ce que ne disent pas ces chiffres, bien sûr, c'est qu'il y a eu un effort formidable, je dirais, de modernisation et d'humanisation de ces structures, qui a été poursuivi, qui avait été engagé avant la décentralisation et qui ont été poursuivis et amplifiés. Et puis, ça a été évoqué par les collègues du JPED, bien entendu aussi, l'émergence de formules novatrices qui ont été encouragées par la loi de mars 2007 et que, bien entendu, on ne peut pas voir à travers ce prisme très macro que j'évoque. Mais aussi, certainement, l'effet d'un renforcement, j'allais dire, des droits, qui fait que, par exemple, en matière d'accueil familial, bien sûr, il y a un droit, comme tout à chacun, d'avoir des congés, des week-ends, et que là, il y a un équilibre qui se pose entre les droits du salarié et, au fond, ce qui faisait et ce qui fait le sel et l'enjeu de l'accueil familial, qui est de partager la vie d'une famille et dans ces temps forts que sont aussi les week-ends et les vacances. Et puis aussi, la question que moi je dirais, la sanitarisation de l'accueil en établissement. Au fond, comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant si il ne contribue pas à la vie quotidienne, c'est-à-dire à la construction des repas, aux tâches ménagères d'une manière générale, avec les effets du principe de précaution qui vont à l'encontre de notre mission éducative. En matière d'intervention dans le milieu de vie de l'enfant, qui regroupe les aides financières, que je citerai pour mémoire, qui sont maintenant bien moins importantes qu'elles n'ont pu l'être au moment de la décentralisation, car on ne le dira jamais assez, le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active,
ont un rôle essentiel en matière de protection de l'enfance. L'accompagnement aussi à la gestion du budget, qui sont réalisés par les personnels départementaux, mais eux aussi par des personnels spécialisés quand il y a une décision judiciaire. Ça regroupe aussi l'intervention des travailleuses de l'intervention sociale et familiale et les aides éducatives. Ce que disent les chiffres, 480 millions d'euros en 2016, 252 millions d'euros en 1998. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres que pour l'hébergement. Surtout, une augmentation de 90%, un peu moins rapide que l'hébergement. L'inflation est la même, le nombre d'enfants concernés est beaucoup plus important, 23%, et dont un tiers de l'augmentation ne s'explique ni par l'effet volume, ni par l'effet prix. Et c'est en fait, à travers les aides éducatives, essentiellement de la ressource humaine. Et on a sur cette période observé la mise en place des 35 heures, mais aussi un renforcement des conventions collectives. Mais l'action éducative, recouvre des réalités extrêmement différentes d'un département à l'autre, et on a pu observer sur un échantillon les écarts qui vont, pour un prix de journée, de 5,78 € à 14,67 €, donc un écart de 2,5, ce qui représente en moyenne une dépense de 3 400 € par an et par enfant. Mais aussi des écarts dans le nombre d'enfants assumés par les éducateurs, entre 25 et 38. Et je fais pour mémoire référence à l'étude qui avait été conduite par la protection judiciaire de la jeunesse, qui montrait il y a quelques années que le temps de colloque singulier entre l'éducateur et l'enfant était de moins d'1 heure par mois. Et d'ailleurs, toutes ces difficultés, toutes ces limites que je pointe à travers les chiffres, elles ont conduit à créer de l'AMO renforcée, de l'AMO intensive, dont le coût moyen par an et par enfant est de 21 000 €. Et effet de la loi de mars 2007, un léger renforcement du poids des décisions administratives qui représentent 30% du total. Ce que ne disent pas les chiffres, c'est d'une part une relation duelle entre le juge pour enfants et le service d'AMO, avec un dialogue finalement stratégique et partenarial entre ces services et le département qui est très faible et qui se résout surtout à travers un dialogue sur la tarification. Le rapport circonstancié n'a rien changé, ou très peu, et on verra si le projet pour l'enfant permettra une évolution fondamentale. Mais sur les rapports magistrats et autorités judiciaires et départements, je laisse Damien Mullier évoquer. C'est aussi une segmentation de l'offre, avec, à chaque fois, puisqu'on est sur une majorité de décisions judiciaires, la nécessité de repasser par le magistrat pour enfants pour changer de mesure, avec la nécessité pour les familles de s'adapter au changement de mesure, au changement d'interlocuteur, et non pas l'inverse. Et donc, on peut s'interroger sur ce qu'il en est en matière de parcours de l'enfant. Et enfin, si les schémas de l'enfant sont affichés comme priorité le maintien à domicile, bien entendu, la part des aides éducatives dans les dépenses de l'aide sociale à l'enfance diminue, puisqu'elle représentait 6,8% en 1998, 6,6% en 2016. Enfin, et il me reste très peu de temps, sur la prévention, la loi du 5 mars 2007 avait introduit la prévention dans les missions de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que c'est incantatoire ? Parce qu'au fond, il y a bien sûr la partie invisible, qui est ce qui est assumé par le département à travers ses services, protection maternelle et infantile, service social, parce qu'il est assumé aussi par les villes, et qui est aussi invisible, et les autres acteurs. Mais surtout, je crois qu'on fait une confusion et on réduit la question de la protection de l'enfance à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on est conduit à une prégnance du traitement sur la prévention. Et d'ailleurs, quand on parle d'observation de la protection de l'enfance, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'observation des enfants protégés, c'est non pas l'observation des besoins. Quelle est la place dans les organisations, le temps, la stratégie, les interlocuteurs sur ces questions de prévention? Au fond, le positionnement de la prévention n'est pas encore réellement accompli, parce qu'à travers la prévention, c'est bien d'agir sur la société dont il s'agit.
Je reviendrai demain sur ces questions, parce que je n'ai plus de temps. Mais je voudrais juste faire écho à ce que disait Karl Lecharité dans la dernière livraison du journal des acteurs sociaux. Lorsqu'il n'y a pas de communauté, c'est parce que les individus ne l'ont pas fabriqué. Et au fond, en conclusion, c'est moins la question du niveau des moyens, mais surtout l'emploi des moyens qui est posé. Je vous remercie de votre attention. Merci Didier. On y reviendra dans le deuxième tour de table, même si tu auras moins de temps que les autres. Là, on va passer la parole à Damien Mullier, magistrat, conseiller à la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Paris, qui va nous faire un point sur les relations département-justice, la coexistence des compétences dans le cadre administratif et le cadre judiciaire, qu'est-ce qui a été clarifié par la loi de 2007 et qu'est-ce qui doit l'être encore? À vous, Damien. Merci. Bon, en tout cas, je vais vous livrer mon point de vue sur cette question en 3 points. Tout d'abord, l'évolution actuelle de la répartition peut nous amener à nous poser une question. Pourquoi y a-t-il encore besoin de 2 cadres d'exercice de la protection de l'enfance? Est-ce que le cadre judiciaire aujourd'hui apporte encore une plus-value à la protection de l'enfance ou pas? Et je vous expliquerai pourquoi je pose cette question après. Pour autant, l'évolution de ces dernières années, on peut considérer qu'elle est cohérente avec l'ensemble des règles qui régissent nos institutions. Et enfin, cette évolution crée un certain nombre de questions lourdes sur lesquelles il me semble qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore suffisamment réfléchi. Alors, voilà, j'ai les feuilles qui collent. Les évolutions. Donc, les évolutions majeures, je dirais qu'elles tiennent en 3 points. Le premier, il est d'une banalité affligeante. Le président du Conseil général a la main sur l'ensemble de la protection de l'enfance. Et je donnerai comme exemple tout à fait récent, même dans le cadre d'une mesure d'AEMO judiciaire, c'est le président du conseil départemental qui signe le projet pour l'enfant. C'est significatif, ça nous montre bien quelle est la place du président du conseil départemental. Deuxième évolution extrêmement importante dans ces 10 dernières années, le rapprochement des règles qu'on observe dans le cadre administratif de la protection de l'enfance ou dans le cadre judiciaire. Quelques-unes rapidement, la GBF d'un côté, la MGA-GBF de l'autre, l'évaluation pendant administrative de l'investigation, l'AED pendant administrative de l'AEMO, le placement chez un tiers digne de confiance qui vient d'être introduit dans les textes, dans le cadre administratif. Donc, nous avons tout un tas de dispositions qui désormais sont applicables dans les 2 champs et j'attire l'attention sur le fait qu'un certain nombre de règles figurent désormais dans le Code de l'action sociale et des familles et non pas dans le Code civil, auquel les juges devront d'ailleurs se référer. Troisième évolution capitale, les cas de saisine de l'autorité judiciaire par le conseil départemental, c'est l'article L226.4 du Code de l'action sociale et des familles, qui, de mon point de vue, signe aujourd'hui la véritable répartition des compétences entre le cadre de la protection de l'enfance administrative et le cadre judiciaire. Vous savez que le président du Conseil général doit saisir le procureur dans les cas de danger, plus un certain nombre de conditions énumérées par ce code. Avant la loi de 2007, le danger, dès qu'il y avait danger, il fallait saisir l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, le danger, c'est de la compétence des services du conseil départemental et ça ne devient celui de l'autorité judiciaire que si un certain nombre de conditions sont réunies, refus de la famille, impossibilité d'évaluer, inefficacité des réponses mises en place par le conseil départemental et tout à fait récemment, situation d'urgence ou de danger immédiat. Alors, cette évolution, elle signe, enfin je l'analyse de la façon suivante, elle signe une distinction entre une protection de l'enfance administrative qui est fondée sur l'adhésion et l'accord, et une protection judiciaire dont la légitimité est fondée sur le fait qu'à un moment donné, pour protéger l'enfant, la question de la contrainte se pose, et donc celle de porter atteinte aux libertés individuelles. Et j'insiste là-dessus, ce sont les libertés non seulement des parents, mais aussi des enfants. Parce que certaines décisions de protection de l'enfance vont interdire à l'enfant d'exercer ses droits, de vivre avec sa famille, de ne pas être séparé de sa fratrie, de faire certains choix
de convictions religieuses, philosophiques, etc. Cette évolution paraît assez cohérente avec nos institutions parce qu'elle est la traduction du principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif d'une part et l'autorité judiciaire d'autre part, autorité judiciaire garante des libertés individuelles. Et c'est ça qui fait la légitimité de l'autorité judiciaire et non pas ses compétences qui seraient meilleures que d'autres en matière d'enfance, c'est le fait qu'elle est garante des libertés individuelles et qu'à un moment pour protéger un enfant, la question de la contrainte se pose. Le second principe avec lequel nous sommes en cohérence, c'est que les règles relatives à l'autorité parentale sont d'ordre public. On ne peut toucher à l'autorité parentale qu'à travers l'autorité judiciaire, c'est un principe de notre droit. Et enfin, toutes les questions relatives au respect de la vie privée et à l'intimité. Alors, j'ai plutôt le sentiment que l'évolution actuelle, elle a clarifié les choses et elle a remis en place une relative cohérence institutionnelle. Mais elle a aussi introduit un certain nombre de problèmes. Le premier, enfin en tout cas un de ceux auxquels on doit réfléchir, c'est que les textes aujourd'hui ne sont pas complètement cohérents avec cette évolution. Et je pense que le Code civil en particulier ne prend pas encore en considération suffisamment l'évolution introduite par l'article L226.4 du Code de l'action sociale et des familles. D'autre part, autre question clé, l'aide sociale à l'enfance est aujourd'hui en situation de toute puissance. Elle intervient en amont, pendant et en aval. Elle dirige en grande partie toute l'action, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Alors, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, ça pose un vrai problème. Parce que déjà en matière de protection de l'enfance, nous avons parfois tendance, parce que nous pensons faire le bien, à estimer que nous pouvons nous asseoir sur un certain nombre de règles. Et l'autoréférence fait que parfois nous pouvons avoir des attitudes un peu totalitaires. Et je le dis tant pour les magistrats que pour les travailleurs sociaux. Et la situation actuelle me paraît, moi, poser un problème en termes de contre-pouvoir. Il n'y a pas assez de contre-pouvoir à l'action du Conseil général et de l'aide sociale à l'enfance. C'est un peu la même chose pour les services du secteur associatif qui interviennent aujourd'hui pour le Conseil général dans le cadre administratif, pour l'autorité judiciaire et vont ensuite réintervenir dans le cadre administratif. Comment peuvent-ils assurer, lorsqu'ils interviennent dans le judiciaire, l'impartialité qui est une des règles du débat contradictoire? C'est une vraie question qui aujourd'hui n'est pas assez abordée. Et dans la pratique, force est de constater que les services de l'aide sociale à l'enfance et les services éducatifs peinent à entrer dans la dimension judiciaire et dans les règles qui fondent l'organisation et le fonctionnement judiciaire. Le débat contradictoire, l'impartialité, aujourd'hui, me pose, dans ma pratique et dans ce que je vois de nos pratiques, me pose question. Nous sommes un peu dans une attitude, je trouve, et je le répète parce que ça me paraît important, d'une certaine toute-puissance. Et parfois, l'autorité judiciaire peut se prêter à ce jeu-là. D'ailleurs, dans un certain nombre de décisions judiciaires, vous verrez que les mots qui sont utilisés ne sont pas ceux du Code civil, mais un vocabulaire de travailleur social. Prenez le cas des droits de visite, par exemple. Droit de visite médiatisé, ça n'existe pas en droit. Les droits de visite avec sortie, accompagnés, ça n'existe pas en droit. Donc là, à mon avis, il y a une réflexion extrêmement importante. Dans certains cas, on ne tient pas des audiences. Bref, il me semble que là, il y a vraiment une réflexion éthique à conduire, d'autant plus au regard des évolutions récentes. Et on peut constater qu'il y a aujourd'hui dans nos pratiques un certain nombre de décisions prises par l'autorité judiciaire qui ne sont pas appliquées, non pas pour des raisons de moyens, mais parce que les services estiment que la décision n'est pas adaptée. Et j'en veux pour preuve un écrit tout à fait récent reçu à mon cabinet où on me disait « Monsieur le conseiller, votre décision n'est pas adaptée, veuillez s'il vous plaît la changer, nous l'appliquerons quand vous l'aurez modifiée ». C'est une réalité. J'ai renvoyé un courrier dont vous pouvez imaginer la teneur, mais c'est illustratif. Quand la Cour d'appel de Paris prend une décision et que dans la semaine qui suit, le juge des enfants reçoit une lettre en lui disant « Modifiez la décision de la Cour parce qu'elle ne nous convient pas »,
Ça veut dire, non pas qu'il y a des méchants et des gentils, ça veut dire simplement qu'on n'a pas compris dans quel cadre institutionnel et à partir de quelles règles institutionnelles on fonctionne. Ça n'est pas une question de prédominance du pouvoir de l'un ou de l'autre, c'est une question de respect des libertés individuelles. Or, quand on veut protéger quelqu'un, vous savez comme moi que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que ce n'est pas pour rien qu'un éducateur a écrit un jour un livre qui s'appelle « S'il te plaît, ne m'aide surtout pas ». Dernier point, je dirais, sur lequel il faut, à mon avis, nous poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le législateur se met à introduire dans la loi des basiques du travail éducatif? Pourquoi est-ce qu'il faut lire dans la loi du 14 mars 2016 que pour faire du travail éducatif, qu'on soit dans le cadre judiciaire ou dans le cadre administratif, il faut aller voir dans les familles ce qui se passe. Il faut aller visiter les familles, il faut tenir compte des ressources des familles et il faut s'intéresser au réseau familial. Ça devrait, à nous, professionnels de terrain, magistrats comme travailleurs sociaux, je pense vraiment nous poser question. Merci Damien. On poursuit le premier tour de table sur les éléments de bilan et puis on vous relancera sur tous ces points parce que c'est passionnant de vous écouter. Isabelle Fréchon, vous êtes chargée de recherche et chercheur associé à l'INED et responsable de l'étude ELAP, l'étude sur l'accès des jeunes à l'autonomie que l'on connaît, mais qui continue d'avancer. Vous avez encore de nouveaux résultats récemment. Et là, l'étude est tellement vaste qu'il nous a fallu choisir un angle de prédilection et on renvoie évidemment le public vers le site de l'INED et d'ELAP pour en savoir plus. Là, on a choisi d'axer votre intervention sur les conditions de sortie de placement en fonction de l'obtention ou pas d'un contrat jeune majeur pour donc les jeunes sortant de l'ASE. Merci beaucoup. Merci aussi de me donner l'occasion de présenter ces quelques résultats de l'étude ELAP, l'étude longitudinale sur l'accès à l'autonomie des jeunes après un placement. Alors, c'est une étude qui est menée par l'Institut national d'études démographiques et le laboratoire du CNRS, le laboratoire Printemps. Et elle porte en fait sur des jeunes de 17 à 20 ans qui, en première vague d'enquête, étaient tous pris en charge. On les a tous interrogés, en tout, on en a interrogé 1600 pour savoir un peu ce qu'ils devenaient. Et donc, on essaie de les suivre au fil du temps. Alors, dans une première vague, ils étaient tous placés et 18 mois plus tard, on en a revu sur un sous-échantillon, 750, toujours de manière représentative. Ils représentent vraiment la situation des jeunes. Donc, une partie était sortie et une partie était poursuivie en protection de l'enfance. Donc, on réalise beaucoup d'analyses actuellement et ici, comme Karine Sangor vient de vous le dire, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de revenir en fait sur les conditions de sortie de ces jeunes selon qu'ils bénéficiaient d'un contrat jeune majeur ou pas et selon la durée du contrat jeune majeur. Alors, pourquoi se poser cette question ? En fait, le contrat jeune majeur est probablement la mesure de protection de l'enfance qui est la plus inégalement appliquée selon les politiques départementales. C'est souvent une mesure d'ajustement. Et c'est une mesure qui, aujourd'hui, en période de restriction budgétaire, est en train d'être mise à mal par certains départements. Alors, en 2015, sur les départements de l'étude, qui sont le Nord, le Pas-de-Calais et 5 départements d'Île-de-France, Paris, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne et les Hauts-de-Seine, les mesures de contrat jeune majeur étaient encore appliquées, mais avec des restrictions plus ou moins importantes quant à sa durée. Si cette mesure de protection qui, durant la dernière décennie, rappelons-nous, en 2005, les protections jeunes majeurs ont disparu et donc certains départements ont réussi à les absorber, d'autres pas, par les contrats jeunes majeurs. Si cette mesure de protection est un droit pour les jeunes de 18 à 21 ans,
on se rend compte en fait que bon nombre de jeunes ne bénéficient pas de ces 3 années de prise en charge. Alors, est-ce à dire qu'ils n'en ont plus besoin ou qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre? Alors, quel que soit l'âge des jeunes, entre 17 et 21 ans, au moment de la sortie, parmi ceux qui sont sortis, seulement 3 sur 10, 30%, se disent acteurs de leur sortie. C'est-à-dire qu'on leur a posé la question: qui a décidé de la fin de votre prise en charge? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous et l'aide sociale à l'enfance d'un commun accord? Ou est-ce que c'est un refus? Et en fait, il n'y en a que 3 sur 10 pour qui cette fin de prise en charge est décidée par le jeune ou d'un commun accord, le jeune et l'aide sociale à l'enfance. Alors, comment se passe la sortie de placement et correspond-elle vraiment à l'accès à l'indépendance et l'accès à l'autonomie? On va donc, je vais essayer de vous le présenter en 4 groupes: ceux qui bénéficient d'un contrat jeune, ceux qui ne bénéficient pas d'un contrat jeune majeur, ceux qui en bénéficient pendant une durée de 1 an, ceux qui en bénéficient pendant une durée un peu plus longue, mais donc de plus d'1 an, mais de moins de 3 ans, et ceux qui vont vraiment jusqu'au bout du contrat jeune majeur. Alors, pour les sorties précoces, un des résultats intéressants, c'est de savoir que c'est le groupe qui est le plus acteur de leur sortie. C'est-à-dire que 6 jeunes sur 10 ont décidé eux-mêmes de ne pas poursuivre. Pour quelles raisons? Pour la moitié, c'est parce qu'ils en avaient marre de l'aide sociale à l'enfance et ils voulaient vivre autre chose. Pour l'autre moitié, c'est parce qu'ils se sentaient prêts à voler de leurs propres ailes. C'est dans ce groupe-là qu'on retrouve le moins de mineurs non accompagnés. Que deviennent-ils? Juste après la sortie, 7 jeunes sur 10 sont hébergés et la moitié d'entre eux, non pas la moitié de l'ensemble des jeunes, retournent dans leur famille, principalement chez les parents. Ces jeunes sont très peu diplômés et ont interrompu leurs études avant la sortie de prise en charge. Pour les filles, beaucoup d'entre elles ont déjà débuté la maternité ou sont en train d'attendre leur premier enfant. 37% des filles qui sortent sans contrat jeune majeur ont déjà un enfant, donc ce qui est largement au-dessus des moyennes nationales. Et il y a une récurrence intéressante dans ces profils de jeunes qui sortent sans contrat jeune majeur dans des départements où les politiques pouvaient leur permettre de continuer. C'est aussi important de savoir. C'est d'une part qu'ils ont perçu leur parcours de placement comme imposé, on leur a imposé des mesures, et qui n'ont jamais vraiment compris les motifs et les raisons de leur prise en charge. En fait, ils attendaient leurs 18 ans pour revenir dans leur famille. Le deuxième groupe, ce sont les jeunes sortis précocement, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'un contrat jeune majeur, mais de moins d'1 an. À la différence des premiers, eux sont contraints de terminer l'aide sociale à l'enfance, enfin de terminer les mesures de protection. Ce ne sont pas eux qui ont décidé d'arrêter. Et c'est souvent une sortie qui correspond à l'obtention soit d'un CAP, soit d'un bac pro. Mais dans ce groupe, comme dans l'autre, on a encore 4 jeunes sur 10 qui n'ont aucun diplôme lorsqu'ils sortent. La moitié des jeunes sont hébergés à la sortie. Et là, ce n'est pas nécessairement le relais familial, ça peut être aussi le relais amical ou conjugal, les petits amis et petites amies. Certains réussissent quand même à poursuivre un cycle d'études au-delà de la sortie par le biais de l'apprentissage. Et les mineurs isolés étrangers sont très représentés dans ce groupe-là. Le troisième groupe, ce sont les jeunes qui sortent après un contrat jeune majeur de plus d'1 an, mais pas jusqu'à la fin, pas jusqu'aux 21 ans. Alors, c'est un groupe qui, à première vue, s'en sort plutôt bien. La moitié sont en emploi et la majorité d'entre eux ont un logement qu'ils payent eux-mêmes. Toutefois, près des 2/3 d'entre eux ne sont pas acteurs de la décision de sortie. Ils ont très peu de réseaux comme solution de repli résidentiel. Ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. La sortie marque souvent l'arrêt des études et une entrée contrainte sur le marché du travail. Enfin, les derniers, ceux qui peuvent bénéficier des 3 années de contrat jeune majeur. Pour eux, le CJM a permis de réaliser un parcours scolaire plus long. Et après la sortie, près d'un quart d'entre eux peuvent poursuivre les études au-delà de la sortie, notamment grâce aux bourses d'études ou aux apprentissages, mais souvent
associés à des petits boulots. Les autres travaillent ou recherchent un emploi. En revanche, il n'y a quasiment pas d'inactifs parmi eux. Certains se sont créés aussi un réseau qui dépasse les frontières institutionnelles. Par exemple, une famille d'accueil qui continue à héberger au-delà des 21 ans, héberger quelque temps. Ils ont aussi, c'est dans ce groupe qu'ils ont le plus l'association de pouvoir revenir demander de l'aide à des anciens éducateurs, à leur ancienne famille d'accueil en cas de besoin. Mais lorsqu'on leur demande si la sortie s'est effectuée au bon moment, trop tôt ou trop tard, un tiers d'entre eux disent trop tôt, remettant ici alors en question la durée limite des 21 ans dans un contexte d'allongement de la jeunesse. La sortie de placement pour ces jeunes qui restent en fin de parcours à l'aide sociale à l'enfance n'est plus en adéquation avec les âges de l'insertion dans la vie adulte. Alors en conclusion, quels enseignements peut-on tirer de ces résultats? En population générale, l'âge de fin des études s'est considérablement allongé, retardant l'entrée sur le marché du travail, l'accès à l'indépendance financière nécessaire à l'indépendance résidentielle. Aujourd'hui, à 21 ans, à caractéristiques sociales équivalentes, plus des 3/4, 77% des jeunes en population générale vivent toujours chez leurs parents. À cela s'associent des besoins spécifiques des jeunes placés, peu de supports familiaux mobilisables et encore moins de réseaux relationnels sur qui compter en cas de difficulté. Un autre point très important, c'est que ce sont des jeunes qui ont des retards scolaires qu'ils ont accumulés tout au long de leur vie d'écolier. 60% d'entre eux ont redoublé au moins une fois. Et ces âges clés, ce sont les âges où les jeunes obtiennent leur premier diplôme. Mais avec ces retards scolaires, il y a un décalage justement pour obtenir au moins un bac, voire un petit peu plus. Et à cela s'ajoute enfin l'institution au sens large. Je ne mets pas que la protection de l'enfant, je mets aussi l'éducation nationale qui tend à orienter les jeunes vers des scolarisations tellement courtes qu'elles ne sont plus, à l'heure actuelle, concurrentielles sur le marché de l'insertion professionnelle. Autrement dit, ce sont des jeunes qui vont avoir un temps encore long de recherche d'emploi qui n'est pas pris en compte dans le temps de la protection de l'enfance. Je m'arrête là, je vais dépasser. Merci Madame Fréchon. Pour terminer ce premier tour de table sur les éléments de débat, je vais laisser la parole à Marie-Agnès Ferré, chargée d'études protection de l'enfance à l'Audace, et sa collaboratrice Lise Simon, qui sont à l'origine, avec le journal des acteurs sociaux, d'une enquête sur la perception que vous avez du bilan de cette décennie et des perspectives. Je pense que vous êtes nombreux dans cette salle à avoir répondu. On parle beaucoup de l'enquête dans les médias depuis ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Là, on va vous en donner les principaux extraits, en sachant que nous les publions également dans le journal des acteurs sociaux qui vous a été remis dans le sac de documentation. C'est à vous, Marie-Agnès. Bonjour à tous. Dans le cadre des 10e Assises nationales de la protection de l'enfance, le journal des acteurs sociaux, en collaboration avec l'Audace et le bulletin de la protection de l'enfance, s'est attaché à vous donner la parole sur le bilan et les perspectives que vous dressez des 10 années écoulées depuis la loi de 2007. Ce sont en effet plus de 2000 personnes concernées par la protection de l'enfance, plus ou moins directement, dans leur profession et aussi plus simplement dans leur vie, qui se sont exprimées en répondant à cette enquête, et vous êtes probablement nombreux dans cette salle à l'avoir fait. La présentation des résultats que nous vous proposons doit être précédée d'une mise en garde méthodologique. Cette enquête ne prétend absolument pas à une analyse exhaustive de la loi de 2007, qui reposerait sur des critères objectifs d'évaluation. Nous sommes bien dans l'exposé d'un ressenti de différents acteurs dont la perception personnelle et sans doute subjective et fonction de la place qu'ils occupent dans le dispositif de protection de l'enfance. Avant de vous présenter les principaux résultats de l'enquête, que vous trouverez plus complets et plus détaillés dans le dernier JAS, revenons rapidement sur la méthode déployée pour cette enquête.
Alors, comme vous le savez, les données recueillies dans le cadre de cette enquête reposent sur la diffusion d'un questionnaire par mail au printemps 2017. Donc, c'est bien le public des assises, acteurs concernés par la protection de l'enfance, qui a été visé par cette enquête. Le questionnaire a donc été diffusé par mail à ce public, qui a pu ensuite le transférer à d'autres acteurs concernés. Au final, 4282 mails ont été ouverts et 2001 réponses ont été enregistrées. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique 1, l'échantillon ainsi construit est constitué d'une majorité de travailleurs sociaux, à presque 60%. Les personnels administratifs sont les deuxièmes plus représentés. Les professions médicales et psychologiques sont aussi bien représentées, ainsi que les assistants familiaux. En revanche, on constate une faible représentation des personnels enseignants, des magistrats et des élus locaux. Les réponses recueillies recouvrent quasiment l'ensemble du territoire français, Drôme-com compris. Seuls 2 départements ne sont pas représentés dans cette étude par la réponse d'au moins un de leurs acteurs. Pour ce qui est des grands résultats de cette enquête, le bilan est mitigé quant au respect des objectifs posés par la loi de 2007. Un premier constat positif, la perception d'une amélioration de la construction des décisions sur ces 10 dernières années. Pour la première étape de cette construction, le repérage des situations préoccupantes et leur évaluation, la loi de 2007 visait ainsi à renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger. Vous semblez satisfait de l'évolution de la protection de l'enfance dans ce domaine. En effet, au niveau du repérage des situations préoccupantes, vous êtes 60% à avoir un avis positif ou plutôt positif sur cette question. En matière d'évaluation des situations, votre ressenti est le même, mais dans une moindre mesure. Là encore, vous êtes une majorité à trouver que la protection de l'enfance a progressé ou plutôt progressé. Un petit bémol, l'idée de stagnation prend encore plus d'importance et est citée par presque 30% d'entre vous. Autre étape de la construction d'une décision en protection de l'enfance, parvenir à entendre l'enfant et sa famille pour prendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. La loi de 2007 insistait fortement sur ce point. Et comme vous pouvez le voir, vous êtes une petite majorité d'acteurs à estimer que les enfants sont davantage entendus sur les décisions qui les concernent. Vous êtes encore plus nombreux, les 2/3 d'entre vous, à considérer que les parents sont davantage impliqués dans le projet pour l'enfant. Et en fin de compte, la meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant apparaît plutôt effective selon vous, et vous êtes plus de 60% à estimer que l'intérêt de l'enfant guide davantage les décisions, contre moins de 40% d'entre vous qui n'expriment aucune évolution positive en la matière. Et alors même que la loi de 2007 visait aussi, en amont de la construction des décisions, à développer la prévention et en aval à améliorer les modes de prise en charge, vous dressez un bilan plus négatif sur la réalisation de ces 2 objectifs. Du côté de la prévention, les 2/3 d'entre vous ressentent une stagnation, voire une régression. Au niveau de la construction des parcours, votre constat est beaucoup plus sévère. Seulement 1/4 d'entre vous estiment que la protection de l'enfance a gagné en cohérence dans ce domaine. Les 3/4 restants se divisent entre l'idée d'une stagnation et d'une régression. Et interrogé sur la question d'une meilleure réponse aux besoins des enfants, déclinée entre le milieu ouvert et le placement, le ressenti est mitigé. Si sur le milieu ouvert, les avis s'équilibrent entre le positif et le négatif, sur le placement, il s'avère un peu plus négatif. En effet, vous êtes 10% de plus à considérer qu'il n'y a pas eu d'amélioration en matière de placement. Nous sommes donc devant un bilan en demi-teinte pour ces 10 dernières années en protection de l'enfance. Du côté des perspectives, si vous semblez adopter une vision commune de ce vers quoi doit tendre la protection de l'enfance, de nombreuses inquiétudes persistent. En effet, on voit bien que ce ne sont pas tant les objectifs du dispositif que ses moyens et son organisation qui vous inquiètent. Si vos inquiétudes sont moins prononcées sur les objectifs, c'est sans doute que vous approuvez les orientations fixées par la loi de 2016. Vous êtes 1/3 à considérer que la loi de 2016 a permis de clarifier la loi de 2007 et 1/4 d'entre vous vont jusqu'à dire qu'elle l'a améliorée. Vous êtes très peu nombreux à faire état de complexification et encore moins d'altération.
En effet, au cœur de vos inquiétudes, le sujet des moyens financiers. Vous êtes près de 90% à déplorer actuellement un manque de moyens financiers suffisants dédiés à la protection de l'enfance pour que cette mission soit menée à bien. C'est le ressenti le plus unanime de cette enquête. Vos inquiétudes sur l'organisation ne sont quant à elles peut-être pas sans lien avec le ressenti d'une progression encore timide dans les relations partenariales. C'est tout d'abord le cas pour le travail entre le département et la justice. 35% d'entre vous considèrent que les acteurs de la protection de l'enfance au sein du département travaillent mieux, ou plutôt mieux, avec l'institution judiciaire, quand près de la moitié d'entre vous ne sont pas d'accord avec cette analyse. La répartition des réponses est à peu près la même quand on interroge l'amélioration des relations de travail entre le département et l'éducation nationale. Vous êtes nombreux, d'ailleurs, à soutenir l'idée de davantage mobiliser les travailleurs sociaux auprès des enseignants, autres personnels, parents et enfants au sein des établissements scolaires. À cette question, les oui et les plutôt oui forment un bloc de 80%. Pour finir, interrogés plus généralement sur l'avenir de la protection de l'enfance, vos inquiétudes prennent largement le dessus. Là aussi, on voit se former un bloc de 80% entre ceux qui se disent inquiets et plutôt inquiets sur l'avenir du dispositif. Ce fort niveau d'inquiétude est sûrement à comprendre à la lumière d'un ressenti plus général sur la société dans son ensemble. En effet, interrogés sur l'avenir de la jeunesse en France, vous êtes 3/4, soit 75%, à vous dire inquiets ou plutôt inquiets, et ce, quel que soit votre âge. Pour résumer, vous dressez un bilan mitigé des 10 dernières années en protection de l'enfance, le bilan de la loi de 2007 ne suffisant pas à vous faire reprendre confiance en l'avenir. Merci de votre attention et de votre participation. Voilà encore des résultats fort intéressants et très riches qui vont nourrir les débats là tout de suite et dans la table ronde suivante, puisqu'on va inviter les intervenants à rebondir notamment sur cette enquête. Je voudrais me tourner vers Didier à nouveau, puisqu'on a vu que 90% d'entre vous considéraient que la protection de l'enfance n'avait pas assez de moyens financiers. Il y a déjà des chiffres colossaux, des dépenses colossales, Didier, que vous nous avez rappelé en matière de protection de l'enfance. Il y a un hiatus, comment on l'explique, qui est cette perception d'un côté et en même temps en face des moyens colossaux qui sont déployés. Je crois que la difficulté, ce que j'ai essayé un peu de montrer, c'est que d'abord la grande partie des moyens, et une partie croissante même des moyens est prise par l'hébergement, pour un nombre d'enfants qui ne correspond pas d'ailleurs à l'évolution de cette dépense. Et donc finalement, on finance des exigences qu'on se donne de plus en plus fortes autour de l'hébergement. Je pense que c'est les effets du principe de précaution. C'est aussi une manière de travailler qui fait que ça coûte de plus en plus cher pour de moins en moins finalement d'enfants. Et que ce n'est pas la question finalement de la mobilisation des ressources qui pose problème, c'est la question bien de l'orientation de ces ressources. Merci. Alors, mieux décider, mieux agir. Pour cela, il faut un chef de file incontestable et incontesté. Je me tourne vers Anne-Sylvie Soudoplatov. Comment faire pour que le département puisse jouer encore plus pleinement son rôle de chef de file? Oui, alors tout d'abord, je pense que ce rôle-là n'est pas contesté. En revanche, on a du mal, si on devait poser la question à toutes les personnes présentes ici, de savoir qu'est-ce que ça signifie être chef de file, je pense qu'on aurait des réponses extrêmement variées. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très au clair là-dessus. Ce que dit la loi, en fait, je dirais en creux d'une certaine manière, c'est que le président du conseil départemental, il est garant du parcours des enfants. Il est aussi inscrit dans les partenariats. Il est chef de file dans la mesure où, en fait, il détermine une politique publique. Ce qui signifie bien évidemment une volonté de porter une politique. Et du coup, je pense que c'est plus sa difficulté à être chef de file dans ce champ-là qui se pose, à la fois par rapport à une loi, par rapport à la loi ou les règlements qui fixent un cadre
qui a pour objectif de faire en sorte effectivement une égalité de traitement sur le territoire, mais qui en tout cas fixe un cadre qui vient s'imposer au département. Et puis par la réalité très claire, et c'est pas que avec le judiciaire, du fait que c'est une politique avant tout partenariale. Et que c'est cette mise en musique partenariale qui souvent est pas si simple que ça, aussi bien autour des situations des jeunes que dans le cadre de la politique publique elle-même qui détermine effectivement les axes de prise en charge, mais aussi les choix politiques. Alors juste 2 mots, il y a des outils pour ça, je vais en citer 2. Il y a bien évidemment le schéma, qui est un outil essentiel pour définir une politique publique au niveau du département et donc ces axes stratégiques qui déterminent cette position de chef de file. Et puis il y a les observatoires départementaux de la protection de l'enfance qui là aussi ont beaucoup progressé depuis 2007, mais il y a encore du travail, il y a encore je dirais des marges de progrès importantes pour que ces observatoires aient pleinement cette place, je dirais, d'appui au chef de file de la mise en œuvre d'une politique publique. Je vais peut-être ajouter un petit point. Il y a un 3e outil quand même. Je pense que c'est, donc Anne-Sylvie Soudoplatov ne l'a pas cité, peut-être par modestie, mais c'est le JPED. En fait, le JPED qui appartient aussi bien à l'État, au département, et c'est vraiment un organisme qui est au service des départements, justement pour piloter cette politique publique, dans toutes ses dimensions, avec le SNATED, le 119, et avec l'ONPE. Donc c'est, je crois, cette multiplicité d'outils aussi qui permet de faire d'être au service des départements, au service des enfants, dans le cadre de la protection de l'enfant. Merci Gilles, c'était utile de le rappeler. Je me tourne vers Damien sur les relations justice-département. Vous disiez que si ça avait été plutôt clarifié, que tout n'était pas encore clair. Qu'est-ce qu'on peut faire pour clarifier davantage ? Bon, il y a un certain nombre de propositions, en tout cas de réflexions qu'on peut faire. D'abord, c'est que chacun tienne sa place dans le cadre qui est le sien et applique les règles qui sont celles de son cadre. Ça, c'est déjà, je pense que c'est basique. Après, il me semble que sur le plan législatif, il y a un certain nombre de coordinations de textes à mettre en place pour clarifier encore les choses. Je pense qu'il y a entre le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles des textes à mettre en cohérence. Et puis peut-être faudrait-il à un moment donné repenser à ce code de l'enfance qui fait qu'on retrouverait un peu les textes dans un seul code plutôt qu'actuellement les éclater. Je pense qu'un certain nombre de professionnels, qu'ils soient magistrats ou travailleurs sociaux, ignorent certains textes parce qu'ils ne sont pas dans le code auquel ils font habituellement référence, mais qui pourtant s'appliquent à eux. D'autres, je dirais qu'on doit se poser la question de la place du conseil départemental dans le procès judiciaire en assistance éducative. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le conseil départemental et l'aide sociale à l'enfance n'est pas une partie incontournable à l'instance ? Et est-ce qu'elle ne doit pas être systématiquement présente comme partie ? Puisqu'on parle, je n'aime pas moi l'expression chef de file, l'exécutif fait son boulot. On n'a jamais dit que le président de la République était chef de file, que le gouvernement était chef de file. Le gouvernement, c'est l'exécutif, donc il fait son travail. Le conseil départemental fait son travail. Comme il a cette responsabilité, je pense que ce serait intéressant de se poser la question de sa place dans le procès judiciaire et de sa représentation. Tout comme il serait intéressant également de poser la question de la place de l'enfant. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a quand même des enfants qui sont soumis à des décisions qui ne sont pas que des décisions éducatives, mais qui sont aussi des décisions liées à l'organisation d'un système de protection de l'enfance, à des moyens, à des choix de type de placement, à des choix économiques, etc., etc. Et je pense que dans le cadre judiciaire, il serait assez intéressant d'imaginer que l'enfant puisse être systématiquement assisté d'un avocat pour qu'il y ait une parole réellement indépendante. L'autre point qui me paraît capital, c'est donner à l'autorité judiciaire un outil d'investigation qui soit complètement impartial. J'estime en tant que magistrat qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui un service d'investigation puisse faire de l'évaluation pour le conseil départemental et de l'investigation pour le juge. Le jour où un justiciable ira devant la Cour de justice des droits de l'homme, on connaît la jurisprudence de cette Cour de justice sur l'impartialité de l'expert, la France sera condamnée, à coup sûr. Et je pense par ailleurs que
certains services d'investigation sont liés à des associations qui sont puissantes, qui ont aussi des questions économiques qui font pression sur elles, et c'est normal, je veux dire, elles ont une place politique et économique extrêmement lourde, et je pense que ça joue aussi. Les effets filières, dans certains cas, existent. Il ne faut pas faire semblant, je veux dire, avec ça existe, ça peut exister. Et je pense qu'en tout cas, si on veut vraiment, à un moment donné, que l'autorité judiciaire joue son rôle et soit vraiment ce garant des libertés individuelles, il faut que les outils d'investigation soient totalement indépendants de tous les autres acteurs. Et je pense que, et là c'est financement État, et uniquement État. Donc il y a sans aucun doute une réforme importante à penser là-dessus. Et puis la dernière réforme, je pense que c'est quand même une question de formation. Pourquoi ? Parce que la question de la protection de l'enfance, c'est pas seulement une question d'éducateur, c'est pas seulement une question de juge, c'est une question politique. C'est une question de connaissance de cadre, ça relève d'une philosophie politique. Et je pense que dans le cadre de la formation, il faudrait renforcer, techniciser, spécialiser les formations. Quand on travaille dans la protection de l'enfance, on ne travaille pas dans l'aide sociale en général. C'est extrêmement spécialisé. Je pense que là, il y a vraiment un travail à faire. Jean-Louis Sanchez voulait intervenir et j'invite juste les modérateurs demain à reprendre aussi en atelier toutes les propositions qui peuvent être faites là pour discuter avec le public. Jean-Louis. Oui, moi simplement, j'essaie déjà de tracer un lien entre ce qui va être dit maintenant, ce qui est dit maintenant, et ce qui va être dit tout au long de ces 2 jours. Parce que ce qu'on voit tout d'un coup apparaître très clairement à travers les résultats de l'enquête, c'est qu'en fait les liens entre les différents interlocuteurs, justice, département, éducation nationale, etc., peuvent être améliorés considérablement, mais qui ne constituent plus, je dirais, la question la plus importante. Celle qui revient malgré tout de façon récurrente, on le voit bien dans les résultats, c'est le problème des moyens. Et là, c'est très très embarrassant parce que, comme l'a dit Didier Le Sieur, la dépense a augmenté de 400%. D'autre part, tous les indicateurs montrent qu'on est devant des contradictions insupportables. Un milieu ouvert qui progresse alors que la dépense ne progresse pas, et inversement, du côté des établissements, un nombre d'enfants stagnant, mais en revanche, énormément de dépenses supplémentaires. Donc il y a quand même vraiment toute une réorganisation politique de la dépense en matière d'intervention auprès de l'enfant qui doit être posée. C'est vraiment une question importante. Or, elle ne se fera pas sans que chacun d'entre nous s'interroge effectivement sur de nouveaux mécanismes d'intervention auprès de l'enfant. Le concours peut-être de bénévoles, le concours de tiers, d'autres formes de penser l'organisation des établissements, des services. Mais j'ajoute surtout que les moyens, c'est tout le reste. Parce que, au fond, les contrats jeunes majeurs, c'est bien de penser qu'il en faudrait davantage. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est des politiques d'insertion. Ce qu'il faut surtout, c'est des politiques de lien social, des politiques de vivre ensemble. Donc je pense qu'en tout cas, il ne faudra pas du tout s'enferrer dans les seules questions qui sont posées dans cette table ronde, mais avoir effectivement tout au long de ces 2 jours une vision beaucoup plus exhaustive des problématiques, y compris d'ailleurs, vous parliez de formation, je termine là-dessus, permettez-moi, mais je pense que si on veut atteindre l'heure de vérité, il faut poser toutes les questions, et beaucoup qui dépassent le cadre strict de la protection de l'enfance. Vous avez parlé de formation, Monsieur Damien, et vous avez 1000 fois raison. Mais il y a aussi le positionnement des cadres de l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a aussi peut-être la formation des juges. Vous voyez ? Donc, on a là une partie des problématiques, mais le bilan se fera sur 2 jours. Merci Jean-Louis. Peut-être une dernière question à Isabelle Fréchon
vous n'aviez pas terminé sur les enseignements, et moi j'ai envie d'insister sur un point, si vous en êtes d'accord. C'est la proportion très importante de jeunes qui disent qu'ils veulent sortir rapidement du dispositif et qui ne comprennent pas pourquoi ils y sont. Ça interroge quand même les pratiques. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ? Alors, ce n'est pas quand même la proportion la plus importante, hein. Loin de là, puisque en gros, sur les jeunes qui avaient 17 ans, qui vont passer le cap de la majorité, c'est 1 sur 5 qui vont sortir sans contrat jeune majeur. C'est effectivement une population un petit peu particulière et qui demande à être réfléchie, surtout son parcours de prise en charge. Ce sont des jeunes qui visiblement, je pense qu'il faut toujours faire le lien entre la trajectoire de protection et la trajectoire scolaire. Ce sont des jeunes le plus souvent qui sont arrivés non pas tout petits en protection, mais plutôt entre 6 et 12 ans. Et qui ont connu beaucoup de hachage dans leur parcours, à la fois leur parcours scolaire et leur parcours de protection. Et en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel travail a été fait avec la famille pendant tout ce temps-là. Parce que attendre les 18 ans, je me rappelle d'un jeune qui m'a dit « Mon plus beau cadeau d'anniversaire, c'est le jour de mes 18 ans quand j'ai eu mon billet retour pour la maison ». Donc c'est vrai que c'est un jeune qui est arrivé à peu près vers l'âge de 10 ans et on les voit maintenant, on les rencontre, on fait des interviews avec eux et ils peuvent nous expliquer à quel point ils mixent les deux, c'est-à-dire ils disent « j'étais en échec scolaire et ça n'allait pas à l'école, ça n'allait pas dans le foyer, dans la famille d'accueil et je mettais tout en échec ». Effectivement, ces jeunes-là, le plus souvent, on ne les retient pas. Alors, j'avais travaillé sur une autre étude lorsque les PJM existaient et le juge Hamon m'expliquait à quel point, finalement, on arrivait aussi à aider ces jeunes-là qui tenaient rien et c'était à la limite une protection jeunes majeurs dans le sens d'une tutelle, d'une mise sous tutelle pour les protéger, pour certains jeunes. Et ça, il faudrait peut-être aussi réfléchir à cette question. Take care of the one you love.